C'était un survol de routine pour les gardes-côtes. Des kilomètres et des kilomètres d'océan d'un bleu profond. Soudain, les gardes ont remarqué un drapeau étrange sur une île déserte située entre Key West et Cuba. Ils sont descendus de 150 mètres pour voir ce qui s'y passait. 2 hommes et une femme agitaient les mains en signe de détresse. Il était évident qu'ils avaient besoin d'être immédiatement secourus. L'équipage n'a pas pu atterrir tout de suite à cause du mauvais temps, mais ils ont largué de la nourriture, de l'eau et une radio afin de découvrir pourquoi ils étaient là. Ils ont appris que les naufragés se trouvaient aux Bahamas depuis 33 jours déjà. Le bateau avait chaviré lors d'une tempête et ils avaient nagé jusqu'à l'île la plus proche. Ils ont aussi informé l'équipage que la femme avait besoin d'aide le plus vite possible. Le lendemain, l'équipe de sauvetage est venue en hélicoptère et a amené les naufragés dans un hôpital de Key West. Cela leur a permis d'éviter de graves complications de santé. Toutes les personnes ayant participé à l'opération de sauvetage ont été surprises par la façon dont ces personnes avaient su faire face à la situation, ainsi que par la cohérence de leurs propos. Donc, 5 semaines sur une île sans nourriture ni source d'eau potable. Comment ont-ils survécu, te demandes-tu sûrement? Eh bien, ils ont eu la bonne idée d'utiliser des noix de coco pour s'hydrater et des coquillages pour se nourrir. Et ils ont eu une étincelle de génie en fabriquant un drapeau afin que d'éventuels sauveteurs puissent les voir. Voilà l'un des secrets pour survivre si tu te trouves un jour dans une situation similaire. Brûle du bois humide ou mouillé pour faire de la fumée. Dispose des fusées éclairantes en triangle, empile de grosses pierres pour écrire SOS ou Help. Ces signaux de détresse sont tous reconnus internationalement. Si tu changes d'emplacement pour une raison quelconque, laisse derrière toi une flèche faite de pierre indiquant la direction que tu as prise. Pour que le sauveteur puisse aussi t'entendre, fabrique un sifflet à partir d'un gland. Tiens un gland des 2 mains entre ton pouce et ton index. Fais un triangle avec tes pouces près du sommet du gland. Tiens-le près de ta bouche et souffle un peu d'air dans le triangle. Tu devras t'entraîner un peu pour obtenir un volume sonore suffisant. Ah, c'était trop fort! Si tu te perds, souviens-toi de la règle de 3 pour rester calme et faire les bonnes choses dans le bon ordre. Tu peux survivre 3 minutes sans air, 3 heures dans une température extrême, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Commence par construire un abri, puis va chercher de l'eau et seulement ensuite occupe-toi de la nourriture. Si tu as plus de chances que les naufragés des Bahamas et que tu as des allumettes sur toi, rends-les imperméables. Recouvre-les d'une fine couche de vernis à ongles transparent et laisse-les bien sécher. Pour avoir toujours quelque chose pour les allumer, colle un morceau de papier de verre sur le couvercle d'une boîte en plastique et place tes allumettes à l'intérieur. Tu fais tes bagages pour une randonnée? Les vêtements en coton ne te protégeront pas et ne te tiendront pas au chaud dans la nature. Il leur faut une éternité pour sécher quand tu as transpiré ou qu'il a plu, et les vêtements humides perdent de la chaleur 25 fois plus vite que les vêtements secs. Si tu ne veux pas geler, opte pour du polyester, du nylon ou de la laine. Emporte des serviettes en microfibre qui sèchent en 1 heure. C'est quoi ce bourdonnement? Avant de t'enfuir en courant, horrifié, rappelle-toi que la présence d'abeilles est un bon signe. En général, elles ne s'éloignent jamais de plus de 6 à 8 km d'une source d'eau. Mais elle a l'air plutôt sale, non? Tu peux utiliser ton t-shirt ou un bandana comme filtre à eau. Place une de ses extrémités dans un récipient rempli d'eau boueuse, placé au-dessus d'un récipient vide qui recevra l'eau propre. L'autre partie se place là. L'eau se déversera à l'intérieur et sera nettoyée au passage. Veille à faire bouillir l'eau filtrée avant de la boire. Tu n'as plus d'eau? Les arbres sont la solution. Ils perdent toujours un peu d'eau dans l'atmosphère, donc tu n'as plus qu'à la récupérer. Trouve un arbre vert et touffu avec beaucoup de branches. Au lever du soleil, attache un sac en plastique sur la branche qui a le plus de feuilles de manière à les recouvrir complètement. Ajoute une petite pierre dans le sac pour lui donner un peu de poids. Pendant la journée, l'eau des feuilles se condensera directement dans ton sac. Le produit final sera si pur que tu n'auras même pas besoin de le filtrer. Si tu vois un halo autour du soleil, c'est un signe clair que la pression est sur le point de baisser. Elle apportera sûrement de la pluie ou de la neige dans les prochaines 24 à 36 heures. Si le halo est brisé, tu peux même prédire d'où viendra la tempête. Du côté endommagé. On dirait qu'une tempête arrive. Tu peux te fabriquer un mini-abri en sac poubelle imperméable pour rester au sec et au chaud.
Fais simplement un trou pour ton visage et enfile-le. Utilise aussi 2 sacs pour garder tes pieds au sec. Si tu entends le tonnerre, compte les secondes qui le séparent de l'éclair. Si c'est moins de 30 secondes, tu dois te cacher quelque part car l'orage est trop proche. Si ça t'est impossible, reste à l'écart des grands arbres solitaires. Si vous êtes en groupe, répartissez-vous pour minimiser les risques que tout le monde soit frappé par la foudre. Tu peux aussi construire un abri en forme de triangle à partir d'un sac poubelle. Trouve quelques bâtons pour fabriquer la structure centrale. Fends le sac pour en faire une sorte de couverture et recouvre-la avec. Utilise 4 pierres pour maintenir les coins au sol. Sac poubelle ou pas, ne construis jamais ton abri sur un sol humide ou au sommet d'une colline. Le vent peut souffler très fort la nuit. Et il n'y aura pas d'arbre pour protéger ton abri qui pourra s'envoler. Maintenant que tu t'es trouvé un abri, fabrique-toi un bon lit à l'intérieur. Utilise des feuilles ou de l'herbe sèche. Place-les sous tes vêtements ou tes couvertures pour obtenir une couche isolante supplémentaire. Cette astuce fonctionne aussi bien en hiver qu'en été. Tu risques toujours de perdre plus de chaleur corporelle que tu ne peux en produire. Tu n'as pas de corde sur toi? Tu peux en fabriquer une toi-même à partir des plantes. Trouve de longues herbes, ou encore mieux, des herbes sèches. Et tisse-les ensemble en une tresse ou simplement en un cordon. Tu peux aussi utiliser l'écorce des arbres ou des branches que tu trouves par terre. Avant de t'aventurer dans la nature, surtout dans les régions sauvages où il y a beaucoup de buissons et de forêts, assure-toi que tes lacets ne se prendront pas dans les branches. Fixe les extrémités libres du ruban adhésif en toile sur le haut de ta cheville. Et voilà, tu ne tomberas pas. Tout du moins, pas à cause de tes lacets défaits. En te préparant pour ton aventure, apprends au moins à faire un nœud de base. Crois-moi, cela pourrait te sauver la vie. Le nœud de chaise t'aidera si tu as besoin d'attacher quelque chose à une corde avec une boucle. Plus tu tires fort, plus le nœud est serré. Pose la corde en travers de ta main et forme une petite boucle. Tire l'extrémité libre vers le haut et fais-la passer dans le trou par le dessous. Ça te semble trop compliqué? Souviens-toi de ceci. Le lapin sort du trou, fait le tour de l'arbre, puis redescend dans le trou. Alors voilà, tu dois enrouler la corde autour de la partie droite et la faire passer ensuite à travers la boucle. Maintenant serre-la et ton nœud est prêt. Si tu as de la nourriture sur toi que tu aimerais conserver plus longtemps, mets-la dans un sac en plastique ou un morceau de tissu fin et ferme-le. Tu peux utiliser un élastique, une barrette ou une corde. Creuse un trou dans la terre assez profondément pour y placer ta nourriture. Couvre-le avec une serviette afin que les animaux ne le découvrent pas avant que tu reviennes. Remplis le trou de terre et ajoute un peu de mousse, de paille ou de feuilles pour le dissimuler davantage. S'il y a de la glace ou de la neige à disposition, utilise-la pour garder ta nourriture au frais. N'oublie pas de marquer ta cachette d'une manière ou d'une autre. Tu pourras ainsi facilement la retrouver plus tard. Il te reste maintenant 2 ou 3 jours avant que tes denrées périssables ne se gâtent. L'eau glacée comprime ta poitrine et t'empêche de prendre une respiration profonde. Tu entends les gens crier. Il est tard dans la nuit et la mer infinie se mêle au ciel noir et étoilé. Tu as peur et tu as froid. Le navire sur lequel tu étais quelques instants plus tôt s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Les personnes qui ont fait naufrage ont souvent peur de l'eau pour le restant de leur jour. Mais la femme dont tu vas écouter l'histoire n'a pas survécu à 1, ni même à 2, mais à 3 naufrages et a continué à travailler sur des paquebots de croisière en tant que stewardess. Voici Violette Jessop, Miss Insubmersible. Son enfance peut être décrite en un mot. Elle a dû grandir rapidement pour s'occuper de ses frères et sœurs. Violette était l'aînée de 9 enfants. La vie est devenue encore plus difficile lorsqu'elle est tombée très malade. Les médecins étaient sûrs qu'elle ne survivrait pas, mais elle a survécu. Très jeune, elle s'installe en Angleterre avec sa mère, prend soin de ses sœurs et va à l'école du couvent. Sa mère travaillait comme hôtesse et lorsqu'elle est tombée malade, la jeune Violette a suivi ses traces. Mais en raison de sa jeunesse et de sa beauté, personne ne voulait l'engager. Ils pensaient qu'elle distrairait les passagers et l'équipage. Mais Violette n'a pas abandonné et s'est présentée à l'une des interviews avec ses pires habits et ses cheveux mal coiffés. Elle voulait montrer qu'elle était prête à travailler dur sur le bateau et qu'elle avait ce qu'il fallait. La jeune fille a été embauchée. Les 2 premières années se sont déroulées dans le calme. Mais ensuite, une série d'événements incroyables a commencé. Ou de malheurs, selon la façon dont on les regarde. En 1910, Violette a obtenu un emploi sur le paquebot le plus luxueux de l'époque, le Royal Mail Ship Olympic. Le navire allait traverser l'Atlantique de l'Angleterre à l'Amérique.
Les ingénieurs ne se sont pas concentrés sur la vitesse du navire, mais sur son confort. Violette travaillait sur le navire et était payée 2 livres par mois, soit l'équivalent de 200 livres de nos jours. Elle travaillait dur sur le pont du navire du matin au soir, mais cela ne l'effrayait pas. Elle aimait son travail. Elle aimait parler avec les gens et appréciait la belle vue sur l'Atlantique. Ainsi, le 20 septembre 1911, Violette travaillait sur le pont comme d'habitude. La mer était calme et le temps était excellent. Rien ne présageait de malheur. Le navire a navigué à travers le détroit de Solent qui sépare l'île de Wight du continent britannique. À ce moment, le croiseur militaire britannique Hawke est apparu devant. Il aurait dû passer à côté de l'Olympique, mais quelque chose a mal tourné. Les bateaux se sont dirigés droit l'un vers l'autre. Le capitaine de l'Olympique a essayé de manœuvrer pour éviter une collision, mais il n'a pas réussi. La proue du Hawke a été conçue spécialement pour éperonner les autres navires. Ce jour-là, il a éperonné l'Olympique. Boum! Le paquebot a tremblé et les gens ont crié de peur et de panique. Le navire avait un énorme trou à tribord. Violette est tombée sous la force du coup. Tout portait à croire que l'un des plus grands paquebots de son temps allait couler, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Les 2 navires sont restés à flot et personne n'a été blessé. Cette fois, la fortune était du côté de Violette. Cet accident sur le bateau n'a pas effrayé la jeune femme. Elle n'y a pas réfléchi à 2 fois et a continué à travailler comme hôtesse. En avril 1912, elle a accepté un poste sur le meilleur navire de l'époque. En plus, il était un submersible. Ici, elle était censée servir les VIP. Au début, elle ne voulait pas travailler sur ce navire, mais ses amis l'ont persuadée. Elle a embarqué donc sur le Titanic le 10 avril 1912 et a quitté le port de Southampton pour le meilleur ou pour le pire. Les premiers jours de travail ont été paisibles, mais le 4e jour du voyage, une des catastrophes les plus célèbres du monde est arrivée. Violette se reposait dans sa cabine. Elle était presque endormie quand elle a senti une secousse. À ce moment, elle a été appelée sur le pont supérieur. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, presque personne n'a paniqué. Personne n'a cru que le navire insubmersible pouvait réellement couler. Au moment où la cale du navire a commencé à se remplir d'eau, tout le monde était calme sur les ponts supérieurs. Violette ainsi que d'autres stewards étaient présents lors de l'évacuation vers les canots de sauvetage. Les femmes et les enfants ont été évacués en premier. Ensuite, un des officiers du navire a ordonné à Violette de monter dans un bateau pour montrer aux autres femmes qu'elles allaient être en parfaite sécurité. Lorsqu'elle l'a fait, d'autres l'ont suivi et quelqu'un lui a mis soudain un bébé emmailloté dans ses bras. Sans réfléchir, Violette a serré l'enfant contre sa poitrine pour le garder au chaud pendant que le Titanic coulait. Elle n'a pas lâché le bébé jusqu'à ce que son canot de sauvetage soit récupéré par le Carpathia, un navire qui était venu à la rescousse. Une fois à bord du bateau, une femme a couru vers elle. Sans lui dire un mot, elle lui a arraché l'enfant des mains. Violette pensait que la femme était la mère du bébé, alors elle n'a pas essayé de le récupérer. Elle était trop gelée et engourdie pour penser à quel point il était étrange que cette femme n'ait pas dit merci à la personne qui avait sauvé son bébé. De nombreuses années plus tard, Violette a dû se rappeler ce qu'est arrivé à l'enfant dans des circonstances assez inhabituelles. Après avoir survécu à l'un des plus terribles naufrages de l'histoire, Violette a continué à travailler en mer contre toute attente. En 1916, elle a accepté un poste d'infirmière sur le navire-hôpital britannique, sœur de l'Olympique et du Titanic, qui allait naviguer dans la mer Égée. Le 21 novembre, le navire a emprunté une route qu'il avait déjà suivie plusieurs fois. Mais ce jour-là, il n'a pas eu de chance. Le Britannic a heurté une mine sous-marine. Violette a réussi à survivre au 3e naufrage de sa vie. Ce sauvetage n'a cependant pas été aussi facile que les 2 précédents. Après l'explosion, l'énorme Britannic a commencé à couler rapidement. Il a fallu moins d'1 heure pour que le navire sombre complètement. Violette n'a pas eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage, alors elle a sauté par-dessus bord dans l'eau froide. Là, elle a nagé jusqu'au canot de sauvetage le plus proche et est montée à bord. Mais le sauvetage s'est transformé en un nouveau danger. Les hélices du navire fonctionnaient toujours. Elles tournaient dans l'eau et tiraient le bateau vers elles. Violette a sauté du bateau juste à temps pour échapper aux hélices. Mais son calvaire était loin d'être terminé. Une fois dans l'eau, elle a été tirée sous la quille du bateau et s'est cognée la tête. La seule chose qui lui a évité de perdre conscience, et probablement sa vie, a été ses cheveux épais.
Finalement, Violette a pu s'échapper du moteur et a été récupérée par un autre bateau. Pendant les années qui ont suivi, Violette a souffert de maux de tête. Lorsqu'elle est finalement allée voir le médecin, il lui a dit qu'elle avait une chance incroyable. À cause de l'incident du Britannique, elle avait une fracture du crâne. Ces 3 catastrophes auxquelles Violette a réussi à survivre ne l'ont pas arrêtée. Elle a continué à travailler sur des bateaux de croisière jusqu'en 1950. Elle a fait 2 fois le tour du monde sur le luxueux paquebot Belgian Land. Heureusement, la série d'accidents s'est terminée et Violette n'a plus jamais fait naufrage. En 1950, elle s'installe à Great Ashfield, dans le comté de Suffolk. Elle avait travaillé en mer pendant près de 42 ans. Contente de sa carrière, elle s'installe dans un grand cottage construit au XVIe siècle. Mais 1 an après avoir pris sa retraite, elle reçoit un étrange coup de téléphone. Il était tard dans la nuit. Violette dormait quand le téléphone a sonné et elle a décroché. Il y avait une voix de femme à l'autre bout. La dame ne s'est pas présentée et a demandé tout de suite « Excusez-moi, c'est vous qui avez sauvé un bébé sur le Titanic ?» Violette a répondu « Oui ». « C'était moi », avait dit l'étrange femme. Elle a ri et a raccroché. Violette a parlé de cet étrange appel avec une amie. Elle lui a dit qu'elle supposait que des enfants lui avaient fait une blague. Mais Violette n'avait jamais parlé à personne du bébé avant cet appel. Selon les anciens dossiers, le seul enfant qui se trouvait sur le bateau avec Violette était un garçon. Mais ces mêmes registres indiquaient aussi que le garçon avait été sauvé par un autre passager. On ne sait toujours pas qui était le bébé que Violette avait sauvé. Et donc, pour avoir survécu à 3 naufrages différents sur 3 navires différents, elle a été judicieusement surnommée Miss Insubmersible. Savais-tu que tes chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 530 000 ? Les chances de gagner au loto au moins une fois dans sa vie sont de 1 sur 500 000. La probabilité de gagner 2 fois au loto est quasiment nulle. Cette histoire incroyable peut sembler être de la fiction tant les événements semblent irréels. Il est d'ailleurs peu probable qu'un réalisateur veuille en faire un film, car le public n'y croirait pas. Mais tu pourras facilement en trouver des preuves sur Internet si tu n'y crois pas non plus. Nous voici donc en Australie en 1998. Et voici Bill Morgan. Il vit dans une caravane à la campagne et travaille comme chauffeur de camion. Un matin, il prend le volant pour aller au travail. Pendant le trajet, Bill se sent mal. Il arrête la voiture et perd connaissance. Quelqu'un le remarque et appelle une ambulance. On l'emmène à l'hôpital. Les médecins constatent immédiatement que Bill est victime d'une crise cardiaque. Ils lui administrent le traitement nécessaire à l'aide de médicaments. Mais l'état de Bill s'aggrave à cause d'une réaction allergique. Son cœur s'arrête. D'un point de vue médical, si le cœur ne bat pas pendant 7 minutes, cela signifie que la personne est décédée. Le cœur de Bill ne fonctionne plus depuis environ 14 minutes. Il semble que tout soit fini. Mais les médecins continuent de lutter pour sa vie. Et puis, un miracle se produit. Bill revient à la vie. Son cœur bat à nouveau, mais son cerveau ne montre aucun signe de vie. Bill est plongé dans un coma profond. Quelques jours passent. Les médecins comprennent que Bill risque de rester dans un état végétatif jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il reprend conscience, son cerveau sera toujours endommagé. 12 jours s'écoulent. Les médecins proposent à la famille de Bill de débrancher la machine de maintien en vie, mais la famille refuse. À ce moment difficile, la famille rencontre un spécialiste d'un autre hôpital. Il leur parle de traitements expérimentaux qui pourraient les aider. Ils n'ont aucune garantie que Bill survivra, mais ils peuvent au moins essayer. La famille accepte et Bill est transféré dans un autre hôpital. Après avoir reçu un nouveau médicament, Bill passe encore 15 jours dans le coma. Puis, un jour, il reprend ses esprits et se rétablit. Ce qui lui est arrivé est ce que les médecins appellent un miracle médical. Mais d'autres miracles l'attendent. Il retourne dans sa caravane à la périphérie de Melbourne et continue d'y vivre avec sa petite amie Linda. 12 mois s'écoulent. Bill travaille à nouveau comme chauffeur. Il a demandé sa petite amie en mariage et se prépare à la cérémonie. Il monte dans son camion et se rend en ville pour affaires. En chemin, il s'arrête dans un magasin et achète un billet de loterie. En grattant la couche protectrice, il se rend compte qu'il vient de gagner une Toyota Corolla qui coûte environ 30 000 $ australiens.
Bill n'en croit pas ses yeux. Sachant que Bill avait des problèmes de santé après sa crise cardiaque et qu'il ne pouvait plus travailler autant qu'avant, cette nouvelle voiture est un cadeau du ciel. Quelques jours plus tard, une chaîne de télévision locale le contacte. Les producteurs veulent faire un reportage sur lui. Ils sont stupéfaits, non pas parce que Bill a gagné à la loterie, mais parce qu'il est sorti du coma. Des journalistes viennent donc le voir, l'interviewent brièvement, puis l'accompagnent en ville dans sa nouvelle voiture. Le réalisateur souhaite que Bill achète un nouveau billet de loterie et le gratte devant la caméra pour que, plus tard, grâce au montage, le présentateur raconte l'histoire de Bill. Il achète donc un autre billet, se rend à une table et gratte la couche protectrice avec une pièce de monnaie. Ses yeux s'écarquillent. Il prend le billet et le regarde plusieurs fois. « Je viens de gagner 250 000 $, dit-il sans y croire. Le caméraman pense que Bill plaisante, mais il a l'air très sérieux. Ce n'est pas une blague, dit-il. Il montre le billet. Et en effet, Bill a gagné à la loterie pour la deuxième fois et il l'a fait devant les caméras. Tu peux facilement trouver la vidéo sur Internet et voir sa réaction. Bill appelle sa petite amie et lui annonce la bonne nouvelle. Avec cet argent, il quitte enfin sa caravane et achète une vraie maison. La vie s'améliore. Bill a un bien immobilier, une voiture et une jolie femme. Il achète régulièrement des billets de loterie, mais ne gagne rien. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. La personne la plus chanceuse de la planète est un Croate nommé Frano Selak. Un jour, alors qu'il voyageait en train, un incident s'est produit et le train a déraillé. Plusieurs wagons sont tombés dans un fleuve. Frano a miraculeusement survécu. Il a pu nager jusqu'à la rive et appeler à l'aide. Un an après ces événements, Frano a pris l'avion. En plein ciel, une porte de sortie de secours s'est détachée de l'avion. Frano s'est envolé avec d'autres passagers et a été le seul survivant. On l'a retrouvé dans une meule de foin. Il a été emmené à l'hôpital, mais il n'avait pas de blessures graves et a rapidement pu en sortir. Quelques années plus tard, en 1966, l'homme a eu un nouvel accident lors d'un voyage en car. Le véhicule a quitté la route et est tombé dans un fleuve. Frano s'en est encore sorti indemne. Ses aventures ne s'arrêtent pas là. En 1970, alors qu'il conduisait sa voiture sur l'autoroute, son réservoir d'essence a pris feu. Frano a quitté le véhicule juste à temps. Le réservoir a explosé sous ses yeux. Frano s'est rendu compte qu'une certaine magie s'était opérée dans sa vie. Il a vécu tranquillement pendant les 3 années suivantes. Pendant ce temps, il sentait que quelque chose de grave allait bientôt arriver. Et il avait raison. En 1973, dans une station-service, une pompe à essence a déversé de l'essence sur sa voiture et sur lui, et tout a pris feu. Frano a survécu à nouveau, pratiquement sans aucune blessure. Mais 2 autres catastrophes l'attendaient encore. La première s'est produite en 1995. Cette fois, il ne conduisait pas de voiture et n'était pas assis dans un avion. Il marchait simplement. Il a traversé la route et a vu un bus se diriger vers lui. Il était trop tard et le bus l'a percuté. Heureusement, Frano a encore survécu. Il n'était plus tellement surpris et voulait simplement que ces accidents cessent. Le dernier s'est produit alors qu'il conduisait sa voiture sur une route de montagne. Soudain, un gros camion est apparu sur la voie opposée, se dirigeant vers lui à grande vitesse. Frano a réussi à sauter de son véhicule et à rester en vie. Sa voiture a explosé et il n'a eu que quelques égratignures et contusions. Il est difficile de croire à une telle chance. Ou peut-être était-ce de la malchance, vu que Frano a été si souvent victime de catastrophes. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes ont décidé de vérifier l'authenticité de ces histoires. Il s'est avéré que personne ne pouvait confirmer l'existence des accidents d'avion ni de train, dont il n'existe aucun rapport. Peut-être Frano a-t-il inventé tout ça, ou ajouté quelques détails dramatiques pour rendre son histoire encore plus incroyable. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité. Mais il y a une chose dont on peut être sûr à propos de cet homme. Après toutes ces épreuves, Frano a vraiment eu beaucoup de chance. Il a gagné près d'1 demi-million de dollars au loto. Il a acheté une maison luxueuse, puis l'a revendue. Après tous les désastres qu'il a connus, il s'est rendu compte que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Il s'est marié 5 fois dans sa vie. Ainsi, après avoir vendu la maison, il est retourné dans une maison modeste pour passer le reste de sa vie avec sa 5e femme. Tout l'argent qui lui restait, Frano l'a consacré à une opération compliquée de la hanche et à des œuvres de charité. Maintenant, imagine que Frano ait été chauffeur de taxi. Serais-tu monté dans sa voiture ?